Bonjour à tous. Donc, merci d'être venus. Donc, on va vous présenter le travail qui a été fait donc, sur un projet Altran qui s'appelle Cohérence pour tout ce qui est performance. Donc, nous allons nous présenter déjà. Donc, moi, Marc Eschaïn, donc référent du centre d'expertise de test d'Altran et aussi très actif sur les réseaux sociaux comme LinkedIn où j'anime le groupe Le Métier du Test. Et aussi mon blog, La Taverne du Testeur, où vous trouverez mes articles, mais les articles d'autres professionnels du test. Il y a quasiment 170 articles à ce jour. Il y en a un par semaine quand ce n'est pas, pas les vacances. Tout est en français et vous trouverez des interviews, des processus, de la culture générale, un peu à boire et à manger, comme dans une taverne. Et merci. Donc, moi, c'est Mohamed Amri. Je suis docteur en mathématiques appliquées. Donc, depuis un an, j'ai quitté le monde universitaire. Je travaillais avant comme ingénieur de recherche en laboratoire. Donc là, je travaille chez Altran. Donc, dans le projet Cohérence. C'est un projet que va présenter. Et je travaille sur la prédiction de la performance. Je développe des algorithmes pour la prédiction de la performance. C'est ce qu'on va présenter. Donc le sommaire, une petite introduction donc, sur les tests de performance. Qu'est-ce que c'est? On soit tous d'accord. Ensuite, on vous présentera le projet pour remettre tout dans le contexte. Et ensuite, tout le travail de mise en place des tests de performance sur cohérence, des simulations qui ont été nécessaires et comment ça a été fait, et bien sûr, de ce qui reste à faire sur le projet au niveau des tests de performance. Vous pourrez ensuite poser des questions, mais vous pouvez en poser en cours, hein, il n'y a pas de problème. Donc, les tests de performance. Donc, pourquoi on parle des tests de performance aujourd'hui? Le sujet de cette STLS, c'est le futur du test. Et dans un sondage qui a été mené sur Internet pour la Taverne du Testeur, nous avons eu comme résultat que les tests non fonctionnels sont pour plus de 30% des testeurs le futur du test. Donc, font partie intégrante du futur du test. Donc, nous avons décidé de vous en parler. Test de performance, c'est bien, mais c'est avant tout une famille de tests. Donc, pour connaître quelles sont les familles de tests, je vous conseille de vous pencher sur la norme ISO 25010, donc qui définit 8 familles, donc pas de tests, mais 8 familles d'indicateurs pour connaître la qualité. Donc sur ces 8 familles, bien sûr, il y a le fonctionnel. Donc ce qu'on va faire les tests fonctionnels, ceux auxquels tout le monde pense. Mais il y a aussi la performance, la compatibilité, l'utilisabilité, etc. Comme vous voyez, c'est vaste. Donc nous allons maintenant définir les tests de performance. Les tests de performance regroupent trois types de tests. Donc déjà, les tests de temps de réponse. Combien de temps on va mettre pour répondre? Combien de temps l'application met à répondre? Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'utilisation de ressources et la capacité. Dans le langage courant, on entend souvent parler des tests de montée en charge, des stress tests dans les familles de tests de performance. C'est souvent le cas, on a des présentations là-dessus à la JFTL. D'un point de vue strict ISO 25010, ça fait partie d'autres familles de tests. Si on se penche plus sur le temps de réponse, on est au niveau d'une voiture. Donc le temps de réponse est particulièrement important. Autant sur un jeu vidéo, si j'ai un ping de 2 ou 3 dixièmes, je peux m'en sortir. Si j'ai un crash, il m'en abaisse, j'espère qu'il va pas mettre une demi-seconde à sortir. Sinon, il ne sert plus à rien. Ça va dépendre forcément de tout ce qui est architecture. Une voiture, ça se transforme de plus en plus en une sorte de mini PC avec énormément de connexions, énormément de détecteurs et de calculateurs qui vont discuter entre eux. L'architecture est très importante là-dessus. Et bien sûr, toujours dans les voitures, c'est bien de mesurer ce temps, mais il faut savoir si ce temps est acceptable. À partir de quand ce temps est-il acceptable? Les tests d'utilisation de ressources. Donc, on est en système embarqué, on n'a pas de l'énergie illimitée,
il faut consommer le moins possible. Dans Les Inconnus, il y avait un sketch où les personnes font des appels de phare et à la fin, ils n'ont plus de batterie. Il faut éviter ça. Il faut donc travailler sur l'efficience de cette utilisation. Moins on consomme d'électricité, moins on va pousser sur la batterie, moins on aura de problèmes ou plus longtemps elle durera. Et bien sûr, dans les voitures, il y a le réseau CAN. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce réseau qui, jusqu'à maintenant, fonctionne et fait des communications. Donc, il y a une comparaison à faire. Est-ce qu'on va être plus ou moins performant que ce réseau CAN? Et enfin, la capacité. Donc, les détecteurs se multiplient. Il y en a même pour savoir si oui ou non on doit faire fonctionner les essuie-glaces. On va avoir tout ce qui est système d'entertainment. On va avoir énormément de communication en même temps. Là, je vais donner quelques exemples, mais on a aussi pour la vitesse, on a pour les airbags, on a les détecteurs si on est plus ou moins proche, etc. Il y a toutes ces communications en même temps. Donc, il faut avoir une capacité suffisante pour gérer en simultané toutes ces communications. Ça va être donc un des travaux qu'a fait Mohamed, travailler sur ce nombre de nœuds de calcul et savoir prioriser les actions. Lesquelles sont les plus importantes, lesquelles on doit faire passer en premier. Voilà. Donc maintenant, je laisse la main à Mohamed qui va vous présenter le projet Cohérence. Merci. Cars are becoming far more than just cars. Disruptive technologies make them intelligent, connected, greener, even autonomous. Consumers seek more safety, more reliability, more comfort, more services, yet lower prices and near zero carbon footprint. Car makers are adapting. They keep up with demand by integrating more and more components to more and more complex vehicles powered by more and more sophisticated driving assistance systems. This leads to overly complicated automotive architectures. These architectures add more features, allow more options, process more data, eventually requiring more hardware, more computing power, and even more complex protocols. In the meantime, car makers face pressures to reduce development costs even further, increase the number of models, and shorten time to market, as well as crucial challenges such as environmental impact and cybersecurity. They need a solution to manage this increasing complexity more efficiently. Coherence, a collaboration by Altran and Jaguar Land Rover, is a middleware that lies between the car operating system and intelligent functions. Coherence brings clarity, modularity, and scalability to complex yet intelligent systems, making them easier to distribute, update, modify, and upgrade. Coherence architecture is open, allowing the creation of custom applications and an ecosystems of services. Agile, by accelerating the update cycles of the systems at any stage, even over the air. Straightforward, not requiring any adaptation of the car operating system. Lighter, with less hardware required. Reliable, with built-in security, and, as a result, exceptionally cost-effective. Coherence breaks free from the limitations of the traditional system architectures, providing a future-proof platform so car makers create better services. As an end-to-end solution, the Coherence catalog includes the middleware and a range of development tools, consultancy to help clients implement Coherence and create new services, comprehensive training modules on methods and tools, and support and maintenance throughout. Coherence is revolutionary, but can be deployed gradually on existing platforms, as it handles legacy systems and is compatible with AutoZAR. Moreover, Coherence works beyond the automotive industry. It also empowers intelligent systems in aeronautics, e-health, rail industry, and more. Meet with an Altran account manager to discover how Coherence can address your advanced architecture challenges. Donc, comme c'était dit dans la vidéo, donc Cohérence, c'est une couche logicielle qui se trouve entre le système d'exploitation
et la couche d'application, là où il y a plusieurs services qui sont gérés par Cohérence. Donc Cohérence est là pour la gestion de la communication entre les différents services dans la plateforme. Cohérence, il utilise l'architecture orientée service, OSOA. Et, donc SOA, il a beaucoup simplifié l'architecture traditionnelle dans l'automobile. Et pour mettre en place cette architecture, Cohérence a utilisé plusieurs concepts. Parmi ces concepts, il y a les nœuds. Donc dans Cohérence, quand on parle du nœud, donc je parle côté modélisation. Donc là, on oublie la voiture, côté modélisation. Donc un nœud Cohérence représente une machine, ou dans une voiture, un calculateur. Donc dans un nœud, on peut définir différentes partitions ou environnements d'exécution. On peut l'imaginer comme un exécutable. Donc ces exécutables, donc on va définir des services, donc différents services dans des différentes partitions qui communiquent entre eux suivant plusieurs protocoles proposés par Cohérence. Donc ces communications, ils sont caractérisées par des variables dynamiques. Si on prend l'exemple de, par exemple, comme communication, par exemple, échange de messages entre deux services. On a service 1, service 2, il y aura l'échange de messages entre deux services. Donc comme paramètre dynamique, on prend par exemple la taille de message. Donc la performance, il va dépendre de ces paramètres dynamiques. La taille de message, trafic ou la fréquence d'envoi de message. On peut envoyer par exemple 1000 messages par seconde, 500 messages par seconde. Donc ce paramètre-là, il est important pour la performance. Le délai de réponse. Quand par exemple le service 2 recevoir par exemple un message, et là il va décider est-ce que je vais répondre le service 1, je ne vais pas le répondre. Donc ça c'est le délai de réponse, c'est un paramètre. La taille de file d'attente. Quand on va envoyer 1000 messages par seconde, donc il y a la notion de file d'attente parce que souvent, il y aura des messages qui ne sont pas encore traités. Donc, la taille du fil d'attente, on le considère également. Il y a le type de communication. Donc, dans une voiture ou une application générale, on peut échanger des messages, des textos, ou bien des datas. On peut envoyer des datas. Là également, par exemple, si la taille de data il est importante, c'est difficile à traiter. Le mode de communication, comme on va voir plus tard, donc on a des nœuds, on a des partitions, on a des services. Donc, les services qui communiquent entre eux, est-ce qu'ils se trouvent dans la même partition, de même nœud? Est-ce que de deux partitions différentes, de deux nœuds différents? Donc, tout ça, on va le considérer pour étudier la performance de Cohérence. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on se pose au niveau de l'architecture. Donc, on va avoir différents services. Donc, il peut y avoir le service des essuie-glaces qui va être relié à d'autres services. Et savoir quel service on va mettre dans quel nœud, dans quelle partition, ça fait partie de l'architecture qui doit être montée pour essayer d'optimiser cette performance. Voilà. Voilà. Donc maintenant, là, je vais vous montrer comment on a procédé pour mettre en place les tests de performance de Cohérence. Donc, dans le cadre de Cohérence, on a développé, c'est-à-dire dans le cadre d'un POC, on a développé un outil qui nous permet de mesurer certaines performances, comme le temps de réponse, c'est-à-dire des communications, la consommation de CPU, parce qu'un nœud, c'est une machine. Donc il a une mémoire, donc la consommation de CPU, la consommation de mémoire et la bande passante. Comme il a dit, entre les nœuds, on a une connexion Internet. Donc l'utilisation de la bande passante, ça aussi, on va voir si le réseau il est saturé, il n'est pas saturé. Donc on peut le prendre comme paramètre dans les tests de performance. Donc on a fait toutes ces mesures-là en variant des données d'entrée. Donc pour nous, les données d'entrée, c'est la description de la topologie. La topologie Cohérence, c'est ce que je dis tout à l'heure, le nombre de nœuds, le nombre de partitions, le nombre de services, le nombre de communications, tout ça on peut le considérer comme topologie, Cohérence. Et pour ces communications, on a des paramètres dynamiques, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc en variant l'entrée, on observe ce qui se passe à la sortie, qui sera la performance. Donc l'objectif, c'est-à-dire de notre travail, c'est-à-dire pour n'importe quelle configuration test, on va faire des mesures, mais plutôt, on va développer des méthodes pour prédire la performance. Donc, demain, si un client il est intéressé, par exemple, de Cohérence, donc avant de mettre en place Cohérence, par exemple, dans la voiture ou dans n'importe quelle autre structure, donc il va nous donner juste la configuration de départ, et nous, on va dire, OK, c'est-à-dire ce que vous proposez, c'est-à-dire vous aurez tel temps de réponse, telle consommation de CPU, donc on les prévient à l'avance, avant de mettre tout ça en place. Voilà, donc les tests de performance devraient offrir la possibilité de vérifier l'évolution et la réponse des systèmes cohérents sur différentes configurations topologiques et variables dynamiques. Également, recueillir des informations pour dimensionner le système cohérence. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure,
marque, c'est-à-dire intégrant des composantes cohérence. Plutôt comme c'était dit dans la vidéo, cohérence, il peut cohabiter avec un autre système. Par exemple, là maintenant, qui est déjà appliqué, par exemple, AutoSAR. Tout ce qui est Volkswagen, il y a d'autres compagnies qui utilisent AutoSAR. C'est une norme allemand. Donc, cohérence, il est posé, c'est-à-dire on peut cohabiter avec AutoSAR. Donc, comment on va dimensionner cohérence pour qu'il soit adapté avec AutoSAR, pour qu'il consomme, c'est-à-dire les ressources disponibles, ils sont adaptés pour cohérence. Également, c'est-à-dire avec les tests de performance, on peut identifier toutes les limites et les conditions de défaillance et d'échec. C'est par exemple, nous, on va envoyer 1000 messages par seconde et on va recevoir que 500. Donc les autres 500, donc on a perdu 500 messages. Donc c'est-à-dire la configuration test et les tests de performance, on peut identifier ces limites. Ouais. Donc, pour établir, c'est-à-dire une méthode de prédiction, on a rencontré des points de blocage. C'est le mécanisme distribué de SOA. Donc, comme je dis, on parle des nœuds, des partitions. Donc, tout ça il peut changer. Les données qu'on traite et qu'on analyse, le nombre de données est très élevé. Donc là, on a un problème de big data. La diversité de configuration, si on prend un exemple, on met 5 nœuds avec 40 partitions. Comment on va se passer ces 40 partitions sur les 5 nœuds sans prendre en compte les services? Donc on peut dépasser facilement les 10 millions de configurations. Donc nous, on ne va pas faire 10 millions de configurations, 10 000 tests pour répondre à ce besoin-là. Mais on rentre une configuration de données juste comme paramètre d'entrée dans notre méthode et on va regarder ce qui se passe à la sortie, qui est la performance. Voilà. Donc notre méthode qu'on propose, elle est basée sur le deep learning. Parce qu'il a tout à l'heure à l'introduction des tests. Donc on va utiliser des processus deep learning, de l'intelligence, l'apprentissage statistique profond pour prédire la performance. Donc notre méthode consiste à modéliser les données d'entrée et de sortie par un tenseur. Quand je dis un tenseur, c'est juste une manière pour présenter les données. En 1D, on parle d'un vecteur. En 2D, on parle des matrices. Quand on parle d'une dimension supérieure ou égale à 3, on parle d'un tenseur. Donc, la configuration d'entrée, on va le présenter sous forme d'un tenseur. Pour la sortie, dans notre cas, elle est très simple parce qu'on s'intéresse par exemple soit au temps de réponse, soit à la consommation de CPU, on peut le voir comme un vecteur. Et entre les deux tenseurs, donc il y aura un réseau de neurones qu'on va entraîner par un processus de deep learning jusqu'à la convergence qui va assurer la bande dépendance entre les deux tenseurs. C'est ça la méthode. Donc pour mieux comprendre, je vais montrer comment on a fait cette modélisation sur cohérence. Si on considère cette architecture simplifiée, on prend deux nœuds. Le premier nœud avec 3 partitions, deuxième avec 2 partitions, on a défini des services, des communications entre les services. Donc dans notre méthode, on s'intéresse uniquement aux communications entre les services. Donc chaque communication entre les services, donc elle a un numéro. Donc on a numéroté les communications. Le type de communication, il est très important. Donc j'ai effectué quelques tests avec le POC qu'on a réalisé. Donc la performance dépend où se trouvent les services. Donc si par exemple, si on a une communication entre deux services de même partition, ou de deux partitions de même nœud, ou bien de deux partitions de deux nœuds différents. Donc la performance, il dépend de ces paramètres. Donc on l'a pris comme un facteur très important. Et après, chaque communication, il y a des propriétés. Donc le mode de communication, donc on échange soit des messages, soit des data. La taille, par exemple, par exemple le message ou data, trafic, taille de fil d'attente, etc. Donc on peut prendre encore d'autres paramètres. Là, on a fait d'une manière un peu simplifiée. Pour un exemple, donc dans une voiture, on prend par exemple la communication qui assure par exemple l'assistance pour se garer au freinage d'urgence. Donc par exemple, il y en a la communication entre deux services. Il y a le service qui est là-bas, le S6, par exemple, qui calcule la distance entre véhicule et obstacle. Il y a un autre service qui va afficher la distance sur le tableau de bord. Par exemple, cette communication-là, il se passe entre deux services de deux partitions différentes, de deux nœuds différents. Donc là, on parle d'internode. Et après, pour cette communication, on a la taille de message, trafic également, parce que plus la voiture recule, plus le capteur il envoie des datas.
Voilà. Donc, comment on a présenté les paramètres d'entrée? Paramètres, comme je dis, c'est-à-dire qui décrivent la communication. Donc, avec un tenseur en dimension 3, on peut imaginer un cube. Donc, sur la dimension i, on a mis les numéros de chaque communication, première, deuxième, etc. Sur la deuxième dimension, on met le type de communication, donc soit même partition différente. Et sur l'axe K, on a stocké toutes c'est-à-dire les propriétés des communications. Donc c'est ça mon tenseur d'entrée. Comme je dis, un tenseur de sortie, je ne vais pas présenter, ce sera comme un vecteur. Où je vais mettre mon temps de réponse, ou consommation de CPU en E, ou consommation de mémoire. On peut s'intéresser à beaucoup de paramètres. Donc pour mettre en place cette méthode, donc, il faut d'abord faire une collection de performances de différentes configurations. Donc on organise des campagnes de tests. On fait, c'est-à-dire chaque configuration, on associe la performance associée, on stocke tout ça dans une base de données, et après on applique des processus de deep learning pour faire la prédiction. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail dans deep learning, mais en gros, on a un réseau de neurones qu'on va entraîner jusqu'à la convergence, et dès que c'est-à-dire on a la convergence, on garde l'état de réseau qu'on peut utiliser à chaque fois. Et nous, pour faire la prédiction, à chaque fois, on commence à donner juste l'entrée. On modifie l'entrée, il va deviner la sortie, qui est la performance. Donc maintenant, je vais passer à une étape de simulation numérique. Donc pour cet exemple de simulation numérique, pour les données de simulation numérique, oui. Donc j'ai considéré des communications. Je crée une topologie avec des communications. J'ai généré 20 000 configurations. J'ai automatisé la génération de ces tests-là par un modèle mathématique que je vais présenter plus tard. En variant les paramètres dynamiques, je me suis intéressé à la taille de message et le trafic. Donc j'ai pris par exemple la taille de message qui varie entre 100 et 200 bytes et trafic de 500 à 10 000 messages par seconde. Donc les configurations s'adressent dans cet intervalle. Voilà, et pour entraîner mon réseau de neurones, ça c'est important, j'ai utilisé TensorFlow. Donc pour information, TensorFlow, c'est un open source proposé par Google. Donc il me facilite un peu l'entraînement du réseau, sans reprogrammer tout le réseau de neurones. Un truc qui est déjà prêt. Là, c'est les résultats de simulation. Donc comme je disais tout à l'heure, les données, comment j'ai généré les données, je n'ai pas les données de mesure, donc j'ai utilisé un modèle mathématique. Donc j'ai dit, voilà, pour telle configuration, j'ai telle performance. Mais la performance, j'ai fait dépendre la performance, comme vous voyez ici, par exemple, le temps de réponse, de trafic et de la taille de message. Donc je dis, voilà, ma performance, il sera comme ça. Et c'est ça ce que j'appelle le temps de réponse simulé. Donc cette expression, c'est le temps de réponse simulé. Donc sur la figure, je compare le temps de réponse simulé, qui est obtenu par la formule, et le temps de réponse prédit par le réseau de neurones. La formule, vous l'avez dit. C'est moi qui l'ai proposé parce que j'ai fait quelques tests avec le POC. J'ai regardé en gros comment ça comporte. Parce qu'on dit, voilà, soit il descend, soit il monte. Voilà. Donc et après, moi, j'ai adapté un modèle mathématique pour générer mes data. Voilà. Donc là, on a vraiment un accord entre les simulations et la prédiction. Donc là, la figure d'en bas. C'est quoi la différence entre prédiction et simulation? C'est ce que je dis. Donc pour générer les data, j'ai utilisé un modèle mathématique. C'est ce que j'appelle simulation. Imaginons, j'ai cette configuration-là. Avec ça, j'ai une performance associée. Cette performance-là, j'ai généré avec le modèle. Après, j'ai pris même configuration, j'ai donné à mon réseau de neurones que j'ai entraîné. Donc j'obtiens une autre performance et qui sera la performance prédite. Voilà, donc là, je compare les deux. Et pour la précision de convergence, ça c'est par rapport au réseau de neurones, je suis à 97%. Pour la figure d'en bas, juste pour afficher la taille de message et la trafic pour chaque communication. Ensuite, pour reproduire un peu l'état réel, j'ai bruité mon modèle mathématique. Le modèle sur quoi avec quoi j'ai généré les datas, j'ai le bruité. J'ai ajouté un bruit. Comment? Ouais. Voilà, j'ai ajouté un epsilon, c'est un bruit. Et là, pour information, c'est un bruit de 10%. Et là, on voit un peu de différence. Mais là avec le même temps de calcul, parce que plus on laisse le temps, c'est-à-dire plus par exemple, l'étape
d'apprentissage, on le lance par exemple pour 3 heures, c'est pas la même chose pour 5 heures. Donc là, par exemple, moi j'ai fixé 2 heures et j'ai obtenu au bout de 2 heures soit 97 la première fois, la deuxième fois que 89. Mais quand même, ça reste important. Voilà. Voilà. Donc là, Voilà, donc la suite, pour l'instant, on vous a parlé que de temps de réponse, parce que c'est ce qui a été simulé et ce qui est utilisé. Donc sur tout ce qui est utilisation de ressources et capacités, on l'a pas oublié, il y a quand même du travail dessus. Mais comme toute chose, on a priorisé. Et le temps de réponse était prioritaire. Et maintenant, Mohamed commence à travailler, et a déjà commencé à travailler, sur l'utilisation de ressources et la capacité, dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc tout est déjà modélisé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la partie compliquée, c'est la partie simulation qu'il a proposée tout à l'heure. ouais. Voilà, voilà. Donc là, ce qu'il a dit, il manque la partie implémentation. Donc moi, j'ai fait la partie modélisation. J'ai proposé l'architecture du réseau, comment je peux le faire. La partie simulation, c'est-à-dire ça va pas prendre beaucoup de temps, c'est juste la journée. J'arrive, j'ai pas le temps. Voilà, donc le modèle que je propose, c'est une nouvelle présentation de Deep Learning. Et là, je vais couvrir, c'est-à-dire le temps de réponse, la consommation de CPU, consommation de mémoire et la bande passante avec un seul modèle. Parce qu'initialement, l'idée, c'était faire un modèle pour le temps de réponse, un modèle pour la consommation de CPU. Donc là, je propose un seul modèle qui couvre toutes les performances. Un tenseur qui donne un tenseur, plutôt qu'un Ouais, vecteur et un non, vecteur. c'est la manière d'entraînement. Et bref, ça, c'est les multitâches. Voilà, merci si vous avez des questions.